Je suis Lucie Mira, psychologue à la clinique Saint-Jean-l'Hermitage à Melun. Je travaille en oncologie et en soins palliatifs. Et ce recueil de témoignages a été envisagé auprès des patients et auprès des soignants pour faire le point sur ce qu'il en était au niveau du concept de bientraitance et du point de vue des uns et du point de vue des autres pour être une base de réflexion et de sensibilisation pour le personnel soignant autour de cette question-là. Alors qu'est-ce que la bientraitance? C'est un sujet vaste. Est-ce que c'est de l'ordre d'un savoir-être qui serait inné et qui dépendrait d'une certaine attitude, ou un savoir-faire qui s'apprend et qui se technicise? Alors la gentillesse déjà, la bienveillance, ouais, surtout la gentillesse, ouais. D'être gentil, d'être à l'écoute. Alors la bientraitance, c'est être un bon soignant. Mais avant tout, c'est aussi s'aimer. On est bientraitant aussi si on s'accepte tel qu'on est. On connaît ses failles et c'est s'aimer en fait, hein. C'est un grand terme, mais bon voilà. C'est se considérer d'égal à égal avec le patient. Je pense que c'est bien s'occuper du patient et donc en particulier nous de l'enfant dans le milieu hospitalier qui peut paraître hostile, angoissant, et donc les rassurer et leur rendre ce séjour au plus confortable possible. C'est beaucoup d'ouverture d'esprit et c'est aussi prendre un peu de temps pour chaque patient et lui donner l'impression peut-être qu'on s'occupe de lui uniquement et que c'est vraiment un moment privilégié où on va s'occuper de lui. Pour moi, la bientraitance, c'est accorder de son temps, c'est savoir être empathique, ne pas avoir de jugement de valeur. C'est à partir du moment où on s'occupe bien des malades dans de bonnes conditions, qu'on soit à l'écoute des malades, que l'on comprenne bien ce qu'ils ressentent, surtout pendant la maladie, et qu'on puisse les aider au maximum en fonction des possibilités de chacun. C'est un ensemble d'attitudes et de comportements, bien sûr positifs, qui devraient être aussi constants, qui procurent un état de bien-être physique et psychologique aux patients. Donc c'est tout un ensemble. J'aurais envie de dire que c'est la manifestation de l'empathie dans le concret. Maintenant, concrètement, justement, ça va être une attitude, en fait, une façon d'être, de gérer les personnes, qui intègre les spécificités de la personne au sens large. Ses choix, ses préférences, et ses pathologies ou pas, ou ses spécificités, donc. Les petites attentions, ça commence déjà quand on est emmené en salle de travail. Déjà. Mon rôle, c'est pas juste de l'installer, de faire en sorte que le chirurgien soit bien, mais aussi que le patient soit bien tout d'abord, avant d'être endormi, si c'est une anesthésie générale. Le rassurer sur ses inquiétudes, sur les questions qu'il a concernant son intervention, concernant l'anesthésie, faire en sorte qu'il soit le mieux possible au sein du bloc, puisque c'est déjà un environnement qui est pas connu en fait, et les gens arrivent dans une salle où il fait froid, où il y a beaucoup de matériel, beaucoup de gens autour, beaucoup de monde. Et donc mon rôle, c'est de le rassurer au mieux pour qu'il s'endorme dans les meilleures conditions possibles et que tout se passe bien pour lui. Des documents, je vais faire signer ceci. Vous avez un stylo à côté de vous. Et donc je vais vous laisser monter au 2e étage. Je dirais que la première chose, c'est l'accueil, c'est l'humain, voilà, comment on l'accueille dans l'établissement. Et déjà, quand j'accueille le patient, je me présente. Ça, pour moi, c'est hyper important. Je donne mon prénom, je me présente. Déjà, c'est la base, je trouve, pour créer une relation avec le patient et le mettre à l'aise. Je ne vais pas arriver tout de suite en disant bonjour, comment vous vous appelez. Déjà, moi, je me présente. Alors moi, je fais peu de soins, mais je fais pas mal d'accueil.
Et au niveau de l'accueil, je pense que c'est vraiment l'écoute positive qui est importante et le temps passé à chacun, c'est-à-dire en fait s'occuper de la personne que j'ai en face de moi comme si je m'occupais d'un proche. Et surtout l'explication des soins qui peuvent être douloureux et invasifs, ce qui leur permet du coup d'être réassurés et voilà. En fait, ça devrait être dès le début à la fin. Soit une bonne communication, soit verbale ou non verbale, dans le cadre bien sûr du respect tout au long des soins qu'on propose ou qu'on offre à nos patients. Il y a eu beaucoup de réassurance de la part de l'équipe soignante, de ne pas hésiter à venir vers eux. Ils accordaient de leur temps, même si je sais très bien qu'ils ont du boulot, mais je sais que quand ils venaient vers moi, je me sentais bien prise en charge dans ma globalité en fait. Et elles étaient très attentives et très douces. Oui, ça c'est plaisant, surtout quand on a mal. Ça nous fait plaisir qu'on entend que le patient arrive à nous dire que oui, ça nous fait du bien, mais aussi on arrive à détecter, ça change. Avant et après notre entrée dans la chambre, ça se voit qu'on est passé par là. Les actions bien traitantes, c'est plus dans une attitude. C'est avant tout dans l'attitude pour créer un lien. C'est un sourire, c'est une expression corporelle qui vous dit, voilà, je suis là, je suis présent, je suis à l'écoute. Tous les conseils que les infirmières m'ont donnés quand j'avais mal à l'estomac ou des brûlures dans la bouche, me donnaient des conseils d'aliments à prendre, de tisanes, de manger du fromage blanc par exemple pour tout ce qui est aphte, manger des amandes parce que ça aide beaucoup, prendre des tisanes à base de curcuma, tout plein des petites astuces du quotidien et que je continuerai après. Parce que ça aide beaucoup. Et ensuite, lui expliquer tout ce qu'on va faire, lui expliquer comment vont se dérouler les choses, comment on va l'installer, tout ce qui va se passer autour. Même si je prépare mon matériel, je le préviens. Là, vous allez entendre des petits bruits, je vais installer la salle, je vais préparer le matériel. Alors, sur la particularité des enfants, déjà, on leur propose une familiarisation de l'anesthésie via le masque avec lequel ils vont être endormis. On leur remet au service ambulatoire avec un jeu de gommettes. Et comme ça, ils s'approprient le masque qui va les servir à les endormir. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on fait venir l'enfant avec ses parents jusqu'au bloc opératoire. Là, toute l'équipe qui va prendre en charge l'enfant reçoit les parents et l'enfant. On prend les dernières consignes, on leur réexplique comment ça se passe, on rassure les parents qui ont autant besoin d'être rassurés que l'enfant, avant après séparer, parce que ça c'est à un moment donné obligatoire, parents et enfants. Alors, pour ce qui est de la maltraitance, on peut aussi se demander comment la définir, parce que quand on parle de bientraitance, on parle aussi de maltraitance. Alors, la maltraitance, elle peut être physique ou verbale, parce que verbale, c'est aussi de la maltraitance. Je pense que ça peut être l'absence d'écoute, l'absence d'empathie, le jugement, l'absence d'information aussi, ne pas donner d'informations, laisser les gens dans le flou. C'est plutôt donner cette impression qu'on n'a pas le temps. Imposer à un patient quelque chose qu'il n'a pas envie, tout simplement. Ouais, ça. Pour moi, ça commence par le manque de respect dès le début. Là, proprement dit, c'est de la maltraitance. Et après, si on manque de respect, tout arrive après. On peut tout faire après. Maltraitance, c'est négligence, abus, violence, agressivité, précipitation et puis oui, non-respect des spécificités de la personne. Un manque de gentillesse, un manque d'attention, un manque de... Parce qu'on est quand même, on est à nu quand on vient ici, c'est-à-dire que voilà, on est hors contrôle. Déjà, la façon de parler au patient, ça peut être la façon dont on lui parle, le ton dont on lui parle,
Comme je vous l'ai dit, les gens sont en stress et en plus si nous on n'est pas aimable, parce que oui on peut être fatigué, oui la journée s'est pas toujours bien passée, mais le patient il n'a pas à en pâtir de ça. Ou même des actions qu'on se rend peut-être pas compte. Oui, que verbalement, des fois on se rend pas compte du poids de nos mots ou bien même de nos actes. Ça peut être un acte basique qu'on fait tous les jours à la maison, mais qui est peut-être perçu différemment par d'autres personnes. Et puis des fois aussi on est en salle avec nos collègues et puis on discute entre nous, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le patient qui est là et que c'est lui la priorité. Donc c'est peut-être des petites choses des fois auxquelles on ne fait pas attention. Moi-même, hein, ça m'arrive de discuter avec mes collègues pendant que j'installe mon patient. Et pour moi, ça peut être une forme de maltraitance dans le sens où il peut se sentir un peu exclu de ce qui se passe. Et voilà, il faut qu'on fasse attention à ça. C'est vrai que c'est facile à dire, mais je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Pour moi, c'est sentir aussi l'ambiance de l'établissement, comment les gens se parlent. Nous, on voit tout. Hein. On a du recul. En fait. Ça se ressent, ça se voit. Ouais. Ça peut l'être quand on est des fois en manque d'effectifs tout simplement, ou qu'il y a beaucoup de travail, donc du coup on est un peu plus rapide dans les soins, on prend moins le temps, et déjà rien que ça, ouais, on est un petit peu dedans je pense déjà. Ouais, ça m'arrive la même chose, si je fais vite, j'ai l'impression que je ne donne pas assez du temps aux patients, surtout si quelqu'un qui est ouvert, qui voulait communiquer et que ça, des fois, c'est ce qu'il a besoin à la fin, c'est de communiquer et des fois, je ne trouve pas le temps à assurer une communication vraiment adéquate. Et moi aussi, je sens que, oui, des fois, je me sens bousculée aussi et lui aussi, donc dans ce sens. Mais pas proprement dit une maltraitance, non. Alors à titre personnel, ça m'est arrivé vraiment une fois où je suis passée à côté d'une info correctement avec une famille et j'ai un patient vulnérable qui a patienté 20 minutes seul dehors. J'étais pas bien du tout, c'est vraiment le truc que je me souviens où je me suis dit bon là c'est de la maltraitance en fait, parce que je me suis... Bon c'était une erreur de ma part, hein. J'ai pas délibérément été maltraitante, mais malheureusement souvent je pense que beaucoup de maltraitances peuvent arriver parce qu'on est mal informé ou parce qu'on s'est mal informé ou parce qu'une mauvaise communication. Et sinon, après, j'ai envie de dire, puisque c'est de la prise en considération des gens, il faut du temps. Oui, ça donne de l'insatisfaction professionnelle, oui, typiquement. Le manque de temps, oui, ça peut amener à ça. Et du coup, le patient reste, je dirais, un peu sur sa faim. Il a vraiment l'impression d'être peut-être un numéro. J'utilise beaucoup l'humour pour dédramatiser. Et puis aussi un petit peu, moi, prendre du recul. Enfin, c'est aussi ma façon de gérer les situations difficiles. Et ça peut être mal interprété, mal compris. Parce qu'on ne vient pas tous les jours dans une clinique. Et en fait, moi, personnellement, je ne sais pas trop. Moi, je ne me suis jamais fait opérer, moi. Et donc, voilà, je me pose et je fais confiance. Mais si on sent à un moment donné une réaction un peu désobligeante, pour moi, ça c'est de la maltraitance. Et surtout, le fait d'évaluer ce que tu fais aussi, c'est bien pour que on arrive à évoluer. C'est exactement, oui. On sait que tout ne peut pas être parfait, mais au moins apporter et faire ce qu'on a à faire. Voilà. Alors je me rends compte que je suis maltraitante lorsque je vois la réaction des patients, les réactions en chaîne aussi, des fois avec les familles qui viennent nous voir après, toutes les conséquences qui vont s'accumuler, et qui vont me faire dire « Ah, là, il y a eu un problème ». Et pouvoir après échanger, en parler. Et voilà, c'est pour ça que je dis que c'est aussi comme ça qu'on progresse. On a pu voir à travers les différents témoignages qu'il y avait, qui était évoquée la maltraitance physique, mais aussi psychologique, qui peut être aussi au niveau des négligences. La maltraitance peut être très subtile aussi, ça peut être des maltraitances complètement involontaires qui sont provoquées par des habitudes ou une fatigue ou une lassitude qui fait perdre de vue le patient et ses besoins. Elle a différentes figures, la maltraitance, et différentes formes. Et souvent, la maltraitance est symptomatique
d'un mal-être, soit institutionnel, soit pour le patient lui-même. Elle peut être donc individuelle ou collective institutionnelle. Alors, l'établissement, il est garant de l'intégrité physique et psychologique de son personnel et des patients. Hein. Voilà. Même si naturellement, on a, comme on dit, la fibre, qu'on est plus à l'aise, peut-être certaines personnes que d'autres, à gérer des situations difficiles, il faut des formations pour avoir des outils. Je pense que la bientraitance, c'est aussi une démarche, en effet, qui doit passer par des formations, et c'est ce qu'on nous propose aussi dans notre établissement. Il faut qu'on sache qu'on peut aller à la direction et que notre parole sera accueillie. Et puis, préserver l'anonymat aussi, que ce soit des patients ou du personnel. Je sais que c'est assez compliqué, mais c'est important pour libérer la parole. Parce que ça, c'est à chaque fois très compliqué quand on doit s'impliquer. Voilà. Et puis, je pense que c'est important aussi qu'il y ait des rappels à l'ordre et des sanctions. Je pense que le bon truc, c'est de mettre les bonnes personnes aux bons endroits, au bon moment. Et en bon nombre aussi, parce qu'il y a quand même un minimum requis. Mais c'est vraiment ça, c'est trouver vraiment une organisation où la personne soignée a en face d'elle le bon interlocuteur et au bon moment de la chaîne. Et après, au niveau des personnels encadrants, j'ai envie de dire, je dirais que montrer l'exemple, former, informer, rappeler, des réunions, des discussions aussi, ce serait bien. Et éventuellement, quand il y a des cas manifestes de soucis de bientraitance, voire de maltraitance, c'est vrai que ce serait pas mal qu'on puisse échanger autour. Mais pareil, ça demande du temps, ça demande... voilà. Mais c'est vrai que l'établissement a forcément son rôle à jouer, ce n'est pas seulement une histoire de soignants individuels. Quelquefois, c'est malheureusement le manque de temps qui font qu'on peut peut-être croire que la personne est bon, un petit peu trop vite, mais on sait que avec le personnel qui a beaucoup de travail, c'est le manque de temps. Je crois que c'est ça qui peut faire que l'on peut peut-être considérer qu'on n'est peut-être pas très bien écouté, parce que c'est le manque de temps. Le personnel est qualifié, le personnel est bien, mais le temps est compté. L'établissement soit vigilant à l'organisation pour permettre que le personnel reste disponible. Ben oui, mais elle ne se multiplie pas. Hein. Parce qu'on sent que tout le monde a toujours beaucoup de travail dans tous les services, dans tous les domaines. Je pense que c'est ça qui peut des fois nuire un peu à ça, que les gens des fois ne sont pas pleinement satisfaits. Enfin, moi c'est comme ça que j'ai ressenti. Hein. Je dirais par rapport aux infirmières, hein, surtout qui sont en chimio, de les chouchouter encore plus. Elles font un boulot remarquable et on a besoin d'elles, quoi. Donc, si elles sont bien, elles seront bien avec nous automatiquement. Alors, il y a une chose que je trouve importante, c'est l'humour. L'humour, ça peut aider. Ça aide la personne qu'on reçoit et ça aide aussi le soignant. C'est pas donné à tout le monde. Et puis on n'a pas envie de rire tous les jours non plus. Mais je pense que c'est un bon dérivatif. Ça peut énormément détendre les gens. Alors après, il y a des outils aussi qu'on peut utiliser en tant que soignant pour être meilleur, entre guillemets. Moi, je fais du yoga, je fais de la méditation, de la gymnastique sensorielle, du qigong, tout un tas de trucs. Prendre soin de soi aussi. Voilà, prendre soin de moi pour pouvoir être peut-être plus à l'écoute et plus positive et plus ouverte aux autres. Oui, patiente. Savoir se remettre en question. Oui. C'est ça le plus important pour éviter de reproduire et de réaliser que l'acte ou bien les paroles qu'on a eues étaient déplacées. Voilà. Là, vous parlez pour la soignante. Non, pour le patient. Pour le patient. Oui. Le patient pourrait être maltraitant envers le
Oui, ça va dans... Le plus souvent, on a l'impression que ça va que dans un seul sens, et ça va dans les deux. C'est juste qu'on se dit en tant que professionnel, on est habilité à réagir en tant que tel, mais que les patients, même s'ils ont des droits et des devoirs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Donc c'est pour ça que je dis le plus souvent, ça va dans les deux sens. C'est pour ça que je dis les habitudes qu'on a chez nous, on ne se rend pas compte qu'à l'hôpital, on les transmet et que ça peut être mal vu en tant que patient. Moi, je dirais que c'est le rôle du chef de service de maintenir une bonne ambiance, de maintenir la bienveillance. Voilà, c'est une histoire de coaching. Parce qu'un mauvais chef, c'est une mauvaise ambiance, une mauvaise production. Voilà, c'est... Pour ce qui est du ressenti des patients comme des soignants, ce qui ressort de manière assez forte, c'est cette attention, ce respect de l'autre concernant la bientraitance. Et on voit comme les patients ils sont particulièrement sensibles et comme ils souhaitent aussi que les soignants soient aussi bien traités qu'ils se sentent eux-mêmes bien traités. Et effectivement, la bientraitance, c'est un fonctionnement pyramidal, c'est-à-dire qu'un soignant ne peut être bien traitant que s'il est lui-même bien traité. Et pour un soignant, être bien traité, c'est aussi avoir des repères stables, des liens aussi au travail. L'affectif est indispensable. On voit bien à travers le discours des patients à quel point ils sont sensibles à toute cette part affective finalement, comme ils sont inclus dans la relation et comme ils sont respectés dans leurs besoins et l'attention à laquelle ils sont sensibles et qu'ils reçoivent. Eh bien, il en est exactement de même pour le soignant et pour tout être humain, je dirais même. Et donc ça implique que la hiérarchie, si elle souhaite avoir du personnel bien traitant avec les patients, soit dans les mêmes dispositions, à savoir une écoute, une attention, un respect et une capacité aussi de se remettre en question, puisqu'on voit bien que pour pouvoir être bien traitant, il faut aussi avoir conscience de son propre risque d'être maltraitant, et donc avoir toujours une attention et une forme d'humilité pour ne pas partir dans des préjugés, mais cultiver cette remise en question et cette force du questionnement pour ne pas être dans la toute-puissance et faire à la place d'eux en pensant mieux savoir que l'autre, mais cultiver cette curiosité. Et c'était l'intention de ce sondage auprès et des patients et des soignants de partir de leur vécu pour pouvoir ensuite s'interroger et aller plus loin. Et donc c'est l'idée en fait de toujours partir du terrain et pour pouvoir réfléchir ensemble, mais la hiérarchie a aussi à développer cette culture de la bientraitance en étant elle-même dans ce souci de l'autre et ce souci du bien-être du salarié au travail, qui passe par aussi les liens que les salariés peuvent entretenir entre eux dans une équipe fluide, harmonieuse et bien constituée, sans être morcelés et dans une instabilité qui insécurise. Et on voit bien dans les témoignages comme ça circule entre cette insécurité pour les patients s'ils ne sont pas dans une relation, c'est la même chose pour les soignants et on pourrait se demander si finalement tout simplement ce ne sont pas des besoins fondamentaux que nous avons tous en tant qu'êtres humains.